Bonjour à tous, donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne Maureen Kaimbago, professeur agrégé des universités qui enseigne à Strasbourg et qui est un peu à l'origine, on va dire, de ce revirement de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et Maureen, je sais que donc cette problématique, elle te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi elle te tient à cœur? Oui, bah, déjà bonjour Thomas et merci de m'accueillir. C'est vraiment, très chouette. On n'a pas souvent l'occasion de parler, nous, de notre travail de l'ombre, à l'université. Alors moi, c'est mon histoire personnelle qui fait que, au départ, ce qui m'intéresse, c'est les questions d'accident du travail et de maladies professionnelles parce que, ma grand-mère, en 1944, en Dordogne, elle est victime d'un accident du travail. Elle est amputée d'une jambe, elle a à peine 17 ans et c'est comme ça qu'ensuite, en revenant en Alsace, elle rencontre mon grand-père puisqu'on lui présente un autre amputé et donc ma famille, elle naît d'une histoire d'accident du travail, pendant la 2e guerre mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a imprégnée, depuis toute petite et c'est une histoire qui m'a donné envie, de faire mes recherches, juridiques sur ce point et c'est pour ça que j'ai consacré une thèse pendant 7 années, à la question de l'accident du travail et des maladies professionnelles et pendant ces 7 années, j'ai eu beaucoup de chance puisque, j'ai pu également exercer les fonctions de présidente de formation de jugement dans un tribunal qui n'existe plus, mais qui s'appelait le tribunal du contentieux, de l'incapacité et donc moi, j'ai été juge de l'incapacité. Hmm. Des questions que je connais bien en théorie et c'est des questions que je connais, plutôt bien en pratique et aujourd'hui, bah, j'ai le bonheur de les enseigner, dans plusieurs universités différentes de France. Voilà. Super. Alors, je te propose qu'on rentre directement dans le cœur du sujet. Donc, l'Assemblée plénière rend un arrêt. Je l'ai un peu déjà expliqué dans une précédente vidéo sur cette chaîne. J'ai eu pas mal de questions et je pense que allons à l'essentiel. Faisons d'abord dans le pédagogique. Il y a deux questions qui se posent à propos de cet arrêt. D'abord, c'est quoi le DFP, le déficit fonctionnel permanent? La Cour de cassation s'y réfère. C'est une notion un peu obscure, on va dire. Et comment doit-on interpréter ensuite cet arrêt à propos justement du DFP? Voilà. Donc, je te propose d'abord qu'on relise Ouais. la, le sommaire qu'a rédigé donc la Cour de cassation à propos de cet arrêt. Donc il y a vraiment, on voit un principe et un corollaire. Le principe, c'est la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Et le corollaire, dès lors, la victime de la faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Alors, le déficit fonctionnel permanent, comment tu l'enseignes à tes étudiants? Alors, pour moi, la base de la base, c'est de dire que le déficit fonctionnel permanent, ce n'est pas une notion de droit de la sécurité sociale et ce n'est pas une notion, qui relève, des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est une notion qui nous vient de la nomenclature d'un TIAC et donc de la réparation intégrale du droit commun du dommage corporel et qui n'a jamais été conçue pour venir s'appliquer aux accidents du travail. Hmm. Et donc ce déficit fonctionnel permanent, c'est un poste de préjudice permanent, c'est-à-dire un poste de préjudice post-consolidation, une fois que les séquelles, ne sont normalement plus amenées à évoluer et qui va, recouvrir, c'est ce qu'on voit sur ta slide et qui va venir recouvrir, différentes composantes, des préjudices qui sont subis par une victime qui a été atteinte par une lésion corporelle ou psychique. Et donc ça va être l'atteinte physique stricto sensu, j'ai plus de bras, Hmm. j'ai une atteinte physique stricto sensu. Ça va être, la douleur et la douleur au sens, psychique ou physique, qui va être ressentie à raison de cette atteinte physique. Et puis enfin, ça va être alors toi tu l'as mis, sur 2 lignes différentes. Moi, j'ai Oui. tendance à en faire un package global, mais voilà, enfin, c'est des approches différentes. La perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence. Je vais te donner un exemple très simple qui va permettre, à ceux qui nous regardent de comprendre. Je n'ai plus de bras. Moi, ce qu'on m'a invoqué systématiquement au tribunal du contentieux de l'incapacité, c'est: «Je ne peux plus faire la vaisselle». Alors ça, c'était Hmm. l'obsession, des victimes systématiquement devant le juge. Je peux plus faire la vaisselle, parce que, dans ma vie quotidienne, c'est quand même très compliqué. Oui. Mais on pourrait prendre un autre exemple qui serait plus parlant peut-être, pour chacun d'entre nous. Je peux plus prendre mes enfants dans mes bras. Hmm. Ça, c'est, une perte, de, ma qualité de vie. C'est un trouble dans mes conditions d'existence.
Voilà et Ouais. donc le déficit fonctionnel permanent, ce sont, ces différentes composantes et ce sont ces différentes composantes dont la Cour de cassation estimait, de manière assez étonnante, voire, assez critiquable, qu'elles étaient intégrées dans la rente accident du travail et maladie professionnelle. Et ce poste de préjudice, donc sur le DFP, on ne peut pas faire plus large, quoi. Quand on veut indemniser d'un point de vue civil une victime, est-ce que c'est pas le plus gros poste d'indemnisation? Alors, à la fois, il y a cette difficulté de, l'étendue considérable de ce poste de préjudice, mais il y a aussi, la question de sa subjectivité, qui pose véritablement des difficultés. Comment on évalue Hum, concrètement, en argent, ce poste de préjudice? Comment on évalue concrètement le fait qu'on ne puisse plus prendre ses enfants dans ses bras? hum, Comment on évalue le fait qu'on puisse enfin, qu'on évalue le fait qu'on souffre psychologiquement? On a, hein, ces débats, au début du XXe siècle sur, on ne bat, pas monnaie avec ses larmes, hum, sur le préjudice moral et ben, voilà, on est en plein dedans. Donc à la fois une étendue extrêmement large hum. et à la fois une subjectivité qui fait que, bah, en fonction de l'évaluateur, je pense et de ses, propres conceptions de, Ouais. ce que sont les souffrances et bien, ça peut, prendre, des proportions très différentes. D'accord. Et alors, la question voilà, que tout le monde me pose, c'est, voilà, avec cet arrêt de la Cour de cassation, qu'est-ce qu'on en fait du DFP? La Cour de cassation nous dit, la rente, elle n'indemnise pas le DFP. Donc, est-ce qu'il faut en déduire que dorénavant, dans le cadre du contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable, les victimes vont pouvoir, d'une part, c'est ce que nous dit la Cour de cassation dans son corollaire, elles peuvent demander l'indemnisation de leur souffrance physique et morale, mais est-ce qu'elles peuvent aussi demander l'indemnisation de l'intégralité du déficit fonctionnel permanent? Ouais. Moi, ça a été ma grande source d'étonnement, lorsque j'ai lu, l'arrêt de l'assemblée plénière. À dire vrai, je m'attendais à la solution sur les souffrances physiques et morales parce que la position précédente, elle était intenable. Tu as fait plusieurs vidéos sur la question, elles sont très claires et je renvoie les gens, vers ces vidéos. Je ne m'attendais pas une seule seconde à ce que, elle, affirme qu'on sortait le déficit fonctionnel permanent, de la rente puisque c'est une position qu'elle avait de façon constante depuis 2009. Pour moi, il est très clair qu'avec cette affirmation, oui, aujourd'hui, la victime de la faute inexcusable peut demander, en plus des autres postes de préjudice, le poste de, déficit fonctionnel permanent. Alors on verra, hein, dans les commentaires, qui seront faits par des non spécialistes de sécurité sociale, qu'il y a tout un débat sur est-ce que cette affirmation, c'est un obiter dictum ou pas un obiter dictum? Et Thomas, je t'invite à nous faire une vidéo sur qu'est-ce que sont les obiter dictum dans les arrêts de la Cour de cassation. Moi, je pense que c'est complètement anecdotique. Et oui, on a cette phrase détachée du reste de la solution, on va pouvoir demander la réparation du déficit fonctionnel permanent, avec cet écueil que les experts ne l'ont jamais fait en matière d'ATMP, avec cet écueil que on n'a pas cette habitude, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais moi j'invite très sincèrement et immédiatement tous les avocats spécialistes de la question à revoir leurs prétentions et à chiffrer ce poste de préjudice. Ouais, ouais, clairement. Moi, quand j'ai lu l'arrêt aussi, je me suis dit, voilà, en fait, d'un point de vue de la technique de cassation, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle un débordement de moyens. La Oui, question qui était posée à la Cour de cassation, c'était les souffrances, parce que elle ne statuait que là-dessus dans ses pourvois, et c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon pourvoi, bah, voilà, ce que je voulais obtenir, c'était l'indemnisation de ces souffrances, et on vienne pas me répéter une énième fois qu'elles étaient incluses dans la rente, oui. et je lis l'arrêt, et je tombe sur cette phrase où je me dis, mais ils sont allés carrément au-delà de ce qu'on leur demandait. Ils auraient pu statuer que sur les souffrances et c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment la solution de la Cour de cassation qu'elle met en exergue dans son sommaire, le sommaire de son arrêt, et les magistrats à la Cour de cassation font très attention à la manière dont ils rédigent leur sommaire. Donc pour moi, c'est évident, dorénavant, en cas de faute inexcusable, on peut solliciter l'indemnisation du DFP dans son intégralité, et ça donne une nouvelle dimension à ce contentieux, j'en suis tout à fait d'accord. Euh, il y a peut-être aussi un silence assourdissant dans cet arrêt de la Cour de Ouais. cassation, un silence sur une décision que tu connais bien et que tu peux peut-être nous rappeler. Je montre à ceux qui l'auraient oublié ce qu'est cette décision, en fait. Ouais. Alors, en fait, on va remonter un petit peu en arrière. Jusqu'en 2010,
lorsqu'il y a faute inexcusable de l'employeur, le salarié, la victime ou ses ayants droit par ailleurs, peuvent demander 2 indemnisations distinctes. La première, c'est celle de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, c'est la majoration de rente. La deuxième, elle est visée à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale et ce sont 4 postes de préjudice, c'est-à-dire le préjudice esthétique, les souffrances physiques et morales, le préjudice de perte de chance professionnelle et le préjudice d'agrément. Pas du tout. Si, c'est Je ça? sais plus, je Oui, t'avouerai le que préjudice je ne connais d'agrément. pas par cœur, donc Oui, c'est c'est des ça. copier-coller, ouais, C'est c'est ça. si, le préjudice Ouais. d'agrément. Voilà, et ça s'arrête là. Et ces dispositions-là, elles sont critiquées depuis extrêmement longtemps, et notamment cette limitation des postes de préjudice. Et d'ailleurs, il y a un article incroyable de Gérard Lioncan à Droit social 1990, ça doit être page 437, dans laquelle qui s'intitule «Les victimes d'accidents du travail, victimes aussi d'une discrimination». Et dans cet article, il dit: «Le jour où il y aura l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire la QPC, la première qui sera posée, ce sera celle sur la réparation en cas de faute inexcusable». Alors, il était assez devin, c'est pas la première, c'est la 8e, enfin, on est quand même pas mal. Ouais. Et donc, le Conseil constitutionnel se prononce en 2010 pour savoir si on peut limiter la réparation des postes de préjudice à ces 4 postes de préjudice. Et là, le Conseil constitutionnel, dans cette décision-là, il va opérer par une réserve d'interprétation. Et ça, c'est déjà une technique qui est très compliquée à comprendre, encore plus pour nous qui ne sommes pas publicistes, et dans laquelle il va venir préciser que non, en réalité, la victime peut demander la réparation d'autres postes de préjudice, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Alors, c'est quoi ce livre 4 du Code de la sécurité sociale? Ce n'est jamais que le livre sur la réparation des AT-MP. Et c'est là où on a eu une difficulté qui était rédhibitoire à cause de la position de la Cour de cassation sur le DFP, parce que la rente AT-MP, elle est dans le livre 4. Si la rente AT-MP, elle est dans le livre 4, et si le DFP, il est dans la rente, et si les souffrances physiques et morales, elles sont dans le DFP, qui est dans la rente, qui est dans le livre 4, alors je ne peux plus en demander la réparation distincte, alors même que c'est écrit expressément à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale. Et moi, ce qui m'a énormément étonnée, donc ça a été ma deuxième source d'étonnement, pas sur la décision, mais sur ses justifications, j'ai été très étonnée que cette décision-là du Conseil constitutionnel, qui est quand même celle qui va venir ouvrir la réparation, ne soit pas du tout citée, ni dans le rapport, enfin ni par le rapporteur, ni par l'avocat général, ni par l'assemblée plénière. On fait comme si il y avait un état de fait préexistant, comme si on avait toujours pu indemniser tous les postes de préjudice, alors que c'est précisément, je pense, la technique de la réserve d'interprétation et les termes extrêmement flous qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel, qui ont contribué à nous amener à la situation qui existait jusqu'au 20 janvier 2023. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, parlons peut-être un peu de l'incapacité permanente. Oui, Voilà, ta grande thèse, c'est de dire qu'il n'y a aucune part de subjectivité oui, dans l'IPP. Alors, l'IPP, c'est très difficile à expliquer, je trouve, aux étudiants. J'ai essayé de faire 2 ou 3 vidéos là-dessus sur comment on ouais, évalue l'IPP, comment on la réévalue. Il y a que 2 articles dans le code de la Sécu, hein. Il y a d'abord cette annexe où on nous dit il ne saurait, le barème pour l'IPP, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les ouais. tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Et le principe de l'IPP, elle est juste dans cet article L434-2 où on te dit le taux d'IPP, c'est quoi? C'est déterminé par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, mentales de la victime, ses aptitudes, sa qualification professionnelle. Voilà, il y a quelque chose d'assez hybride, je trouve, dans l'incapacité, Oui. mais il n'y a pas de subjectif. Alors, dis-le nous dans tes mots plus clairs, sans doute. Alors, moi déjà, je vais commencer par vous dire que cet article n'est pas du tout appliqué de la façon dont il est énoncé.
Et ça, il faut vraiment l'intégrer parce que quand on lit cet article, on se dit, bah, en fait, ici, il y a quand même une partie de subjectivité. On prend en compte l'âge, on prend en compte les facultés physiques et mentales, et donc Mmh. l'IPP prend quand même en considération la personne en question. Et moi, mon message que j'ai martelé article après article, c'est arrêtons de nous mentir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne un taux d'IPP? D'abord, il faut se souvenir que le taux d'IPP, ce n'est jamais que l'évaluation des conséquences théoriques d'une atteinte physique précise à la force de travail d'un Mmh. manœuvre des années 50. Une fois qu'on a dit ça, alors je sais que c'est peut-être dit de façon un peu complexe, mais une fois qu'on a dit ça, on commence déjà à comprendre. L'idée, c'est s'il me manque mon annulaire, alors que je suis ouvrier à la chaîne, en 1952, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur mes gains ou mes possibilités de gains? C'est comme ça que c'est conçu. Aucune place à la subjectivité. Et je sais que tu avais fait, des vidéos là-dessus. Il faut aller voir le barème. Et moi, tu parlais des images que tu donnes aux étudiants. Eh bien, moi, l'image que je donne à tous mes étudiants sur le barème d'incapacité, et pardon si je choque quelqu'un, c'est: vous êtes déjà tous entrés dans une boucherie. Vous avez tous déjà vu l'image de la vache qui Mmh. est, au-dessus, enfin derrière le boucher. Et puis on a les différents morceaux avec des noms de morceaux de viande et le prix au kilo. Mmh. Eh bien, c'est ça un taux d'IPP. Et si on ouvre le barème, eh ben, on voit que un doigt, ça vaut 4, un œil, ça vaut 50, une jambe, ça vaut 70. Le canal carpien, qui est quand même la maladie la plus connue parmi les TMS, bah, c'est 5. Les plaques pleurales à l'amiante, c'est 5 aussi. C'est ça un taux d'IPP. Et un taux d'IPP, c'est l'atteinte physique prise en considération comme une atteinte à la force de travail. Et là Mmh. encore, je vais utiliser des mots très forts, mais pour prendre ceux d'un auteur qui m'a énormément inspirée, qui s'appelle Yves Saint-Jour et qui n'est plus Mmh. avec nous, il disait: «C'était la valeur du déchet humain de l'industrie» et c'est vraiment ça un taux d'IPP. Mmh. C'est Ouais. seulement l'atteinte à la force de travail. Il n'y a pas de partie subjective, on ne prend pas en compte l'âge. C'est nulle part dans le barème on a l'âge, nulle part dans le barème on a les facultés physiques et mentales. Alors éventuellement, mais j'aimerais pas tellement revenir dessus parce que c'est assez compliqué et que là, on est déjà sur des sujets compliqués. Éventuellement, la caisse, pas le taux d'IPP, pas le médecin. La caisse peut ajouter un taux professionnel et tu as fait aussi une vidéo sur cette Mmh. question. Mais sur le taux d'IPP, sur le barème, c'est je suis, je ne suis qu'un corps Mmh. et chaque morceau vaut tant de Ouais. pourcents et ce pourcent, je vais le multiplier par le salaire. Mmh. Et c'est ça, et oui, et je trouve que c'est aussi le truc très marquant, c'est que la Cour de cassation dans ces deux arrêts, elle commence vraiment par dire, et c'était une des phrases choc de ton article, c'est que voilà, ce taux d'IPP, voilà, on l'applique à un salaire, quoi. Et la Cour de cassation, elle dit, on multiplie le salaire par le taux d'IPP, sauf que le taux d'IPP, il est inférieur à 1. Donc quand on multiplie par quelque chose qui est inférieur à 1, c'est qu'on est en train de diviser, quoi. D'accord. Oui. Je trouve que le terme de multiplier était vraiment, vraiment mal choisi. Et justement, j'évoque ton article, ces deux arrêts de l'Assemblée plénière, je pense que c'est des arrêts où la doctrine a joué beaucoup. Et quand on parle de la doctrine, avant, l'année dernière, qui était la seule prof qui écrivait encore sur cette question, bah, c'était toi, en fait. Donc, voilà. La doctrine, la Cour de cassation s'y réfère, d'accord. Il y a ce passage-là. Elle dit, voilà, cette jurisprudence était justifiée, elle se fait elle se congratule elle-même sur sa Ouais. position antérieure, et surtout elle nous dit, mais elle a pu être critiquée, ainsi que une partie de la doctrine l'a relevé. Donc, euh, voilà. Je pense que tout a commencé, en tout cas pour moi, à travers ce dossier-là, avec l'article que tu avais écrit à Droit Social. Et quand je dis qu'il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, c'est que, voilà, t'étais la seule à écrire encore là-dessus. Moi, on m'a confié donc un pourvoi à faire. Et en fait, j'ai lu ton article, je me suis dit, en fait, tout est dit dans cet article. Donc, en fait, j'ai juste fait mon moyen, j'ai fait mes 3 petites branches. J'ai cité après, je remettrai
un bout du passage de Chantal Arens quand elle a pris ses fonctions de première présidente de la Cour de cassation, où elle dit il y a un dialogue qui doit s'opérer avec, je peux le montrer d'ailleurs, voilà, Madame Arens, quand elle est arrivée dans ses fonctions, elle a dit je souhaite donc qu'il y ait des liens avec l'université, des liens avec la Cour européenne des droits de l'homme, des liens avec le Conseil d'État, des liens avec le Conseil constitutionnel, et encore une fois, que l'université soit toujours là, à nos côtés, entre guillemets. Et donc, voilà, j'ai vu ton article, j'ai cité le passage de Madame Arens, et j'ai dit, voilà, je fais mon moyen, je mets 3 branches, et je ne vais pas parler moi, je laisse parler le professeur Morane Kaimbago. J'ai fait un copier-coller de ton article en entier, et je l'ai mis là, et je me suis dit, on verra ce que la Cour de cassation en pense. Donc c'est vrai que voilà, en tout cas, dans mon pourvoi, tu as eu un rôle qui était absolument énorme. Je voulais savoir, est-ce que ton article, tu pourrais demander à Droit Social s'ils ne peuvent pas le mettre libre de droit pour qu'on puisse le communiquer à tous ceux qui voient cette vidéo? Je ne sais pas si c'est possible. Vois avec Écoute, eux. je vais demander au rédacteur en chef de droit social Voilà. s'il en est d'accord, mais je voudrais juste revenir un tout petit peu parce que, évidemment, moi, en tant qu'universitaire, entendre ça, ça me fait énormément plaisir. Cet article-là, il fait suite à de très nombreux passages de ma thèse sur cette question. Ensuite, j'ai écrit à Droit ouvrier en 2015, au journal de médecine légale, et ensuite j'ai multiplié mes arguments au bulletin Joli Travail, à la Semaine sociale amie, à Droit social. Enfin, vraiment, partout où je le pouvais. Mais moi, je ne suis jamais que l'héritière de 2 écoles de droit social qui sont extrêmement importantes et extrêmement impliquées dans le droit de la protection sociale, qui sont l'école de droit social de Strasbourg, qui a toujours eu un rôle très important en sécurité sociale, et j'ai forcément une pensée pour un de mes directeurs de thèse, Francis Meyer, qui est le premier à avoir écrit là-dessus. Donc voilà, moi j'ai repris le flambeau. Ouais. Et puis l'école de droit social, alors elle ne s'appelle pas comme ça, mais de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où il y a eu Gérard Lioncan, dont je parlais tout à l'heure, et Yves Saint-Jour, dont je parlais tout à l'heure. Donc, on n'est jamais que le produit de ceux qui nous ont formés et élevés. Et c'est vrai que moi, ces thématiques-là, elles m'ont portée, mais c'est d'autres qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et tu écris de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, ça me fait extrêmement plaisir. Mais en vérité, je pense que c'est plus une question d'opiniâtreté. Et cette opiniâtreté, chez moi, elle avait vraiment pour fondement une conviction profonde, au-delà de mes convictions personnelles, hein, mais une conviction profonde que mon argumentation juridique était inébranlable. Il n'y avait aucun argument. J'ai beaucoup discuté, j'ai échangé avec notamment des conseillers de la Cour de cassation, dans des cadres informels, avec des avocats, avec des praticiens, avec des gens des caisses. Aucun argument n'est jamais parvenu à me convaincre que j'avais tort. Et c'est pour ça que j'ai continué toute seule. C'est vrai que j'étais toute seule. C'était un peu Claman sin deserto, et je me disais, bon, voilà. Et pour une raison qui m'échappe, ce commentaire-là, il a attiré l'attention. Alors je sais, c'est pas une raison qui m'échappe, c'était ton pourvoi, donc forcément, ça a attiré ton attention. Mais au-delà de ton attention, il a aussi, voilà, porté un argumentaire que je développe depuis une quinzaine d'années, avec parfois un peu de lassitude, mais toujours en conviction. Mais Voilà. je l'ai senti, oui, je l'ai senti à un moment donné de nos échanges quand j'avais perdu la QPC. Je te disais, bon voilà, et tu m'avais dit, j'ai fait le tour de la question, j'ai tout écrit, je vois pas ce que je peux rajouter de plus. Alors je me suis dit, il faut absolument qu'on le gagne celui-là. Et je trouve que voilà, le passage de ton article qui est vraiment fort, hein, c'est la fin d'ailleurs, où tu dis vraiment, voilà, il faut pas oublier comment on la calcule, cette rente d'incapacité, hein, d'accord, on la multiplie à un salaire. Et il y a cette phrase à la fin que je trouve vraiment bouleversante, quoi, qui est de dire, c'est vrai que si on inclut les souffrances dans le DFP, qui lui-même est dans la rente, eh bien en fait, selon qu'on est un trader ou un ouvrier, la souffrance, elle n'est pas indemnisée de la même manière, alors que ça reste de la souffrance. Je veux dire, c'est la même souffrance pour les deux. Et c'est vrai que une fois qu'on a dit ça, on comprend le caractère inique de ça. Et je pense que clairement, hein, quand on voit ton article, c'est le passage en rouge et l'arrêt, la première phrase de l'arrêt, vraiment, c'est ça qui a convaincu la Cour de cassation. Et je pense que voilà, tout part de ce constat évident d'un mode de calcul. Alors,
C'est pas vraiment la première fois, hein, comme je te l'ai dit, que Madame Arins, elle avait déjà souligné l'importance de la doctrine. Et c'est vrai qu'on l'a vu apparaître plusieurs fois. Donc je vois ces arrêts-là de 2021 où effectivement la Cour de cassation se réfère à une interprétation qui avait soulevé quelques critiques. Et ce que je note en fait, c'est dans les deux arrêts d'assemblée plénière comme dans cet arrêt-là, c'est que en fait la Cour de cassation, elle est dorénavant prompte à se référer à sa propre jurisprudence, sa jurisprudence antérieure. Elle te donne vraiment tu vois, les arrêts avec les numéros de pourvoi. Et d'ailleurs, moi, maintenant, je rédige mes moyens de cette manière-là. Je me suis dit que c'était vraiment la manière très... Voilà, c'est difficile de rejeter un moyen quand tu rappelles dans la majeure de ton moyen que tu te bases sur une jurisprudence de la Cour de casse, tu vois. Mais la Cour de cassation, pour l'instant, ne va pas jusqu'à citer les auteurs, tu vois. C'est ça qui est dommage. Quitte à se référer à la doctrine, elle aurait pu citer quelques articles, bon, les tiens, ou éventuellement celle du professeur Simon Porchy. Enfin, tu vois, il y avait des articles à citer, quoi. Ou même, voilà. Et pour le Conseil d'État, pareil, hein, on sent que la Cour de cassation, maintenant, voilà, elle n'hésite pas à se référer à la jurisprudence du Conseil d'État et dire il faut harmoniser, voilà. Oui. Donc tant mieux, je veux dire tant mieux, ça montre que la Cour de cassation, alors la deuxième chambre civile, on n'y est pas encore tout à fait, mais les autres chambres de la Cour de cassation sont plus perméables à ce genre de problématiques, de dialogue entre les juges en fait, on va dire. Beaucoup de gens disent, est-ce qu'on n'est pas là en présence d'un arrêt de provocation? Est-ce que cet arrêt, il appelle pas à d'autres choses et éventuellement une intervention du législateur, à ton avis, est-ce que c'est le cas? Alors, je pense, en effet que, alors je ne sais pas si on peut parler de provocation parce que je ne sais pas sonder, les cœurs et les âmes des magistrats de la Cour de cassation. Mais à l'évidence, on est exactement dans le même processus que l'arrêt Desmar sur l'accident de la circulation en 1982, que les arrêts amiantes du 28 février 2002, où Pierre Sargos, à ce moment-là président de la chambre sociale, le dit, hein, l'assume, il faut mettre le pied dans la fourmilière, il faut casser cette loi de 1898, ou en tout cas la remettre sur l'ouvrage. Et oui, je pense que là, on est sur peut-être, et vraiment je prends toutes les précautions, mais une forme de lassitude du juge qui, depuis 1898, se voit assigner par le législateur ce rôle de modeler en permanence les contours du droit du risque professionnel, alors que là, à l'évidence, il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Il faut que le législateur, à présent, prenne ses responsabilités et réforme la loi du 9 avril 1898 qui comprend en son sein des archaïsmes. Moi, j'ai très peur de quelque chose, et je vais le dire de façon très claire, c'est que là, on dit le DFP n'est plus dans le taux d'IPP. Il y a une solution très simple pour les partenaires sociaux qui évite d'en passer par le législateur, qui évite de passer devant l'Assemblée alors qu'on est sur une réforme des retraites qui pose déjà des difficultés et qui n'appelle pas nécessairement un nouveau bouleversement d'ampleur en droit de la protection sociale. Cette solution, ce serait qu'entre eux, de façon un peu feutrée, de façon un peu in petto, on aille modifier le barème, notre fameux barème, pour que les implications de cette solution, finalement, se fassent entre gens de bonne compagnie, sans que ce soit trop publicisé, et puis qu'on retrouve des victimes qui vont être lésées sur le terrain du taux d'IPP et pas sur le terrain de la réparation. Et là, je dis, il faut faire très attention parce que les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est plus d'1 million d'accidents du travail déclarés, dont 600 000 avec arrêt tous les ans, 630. 64 000 maladies professionnelles l'année dernière, dont 46 000 avec des séquelles, et 2 500 à 3 500 fautes inexcusables. Oui, c'est Il rien. ne faudrait pas que les 700 000 avec séquelles se voient par un procédé un peu occulte ou un peu caché dans la sphère de la négociation paritaire, se voient lésés parce que le législateur, depuis 1898, se refuse obstinément à toucher, même d'une main tremblante, à cette loi. Moi, Ouais. ma crainte, elle est là. Je pense qu'il y a effectivement une volonté de l'Assemblée plénière de pousser le législateur à la réaction, mais je crains qu'il y ait des moyens détournés pour le faire et que ce soit ceux-là qui soient actionnés avec des conséquences d'ampleur.
Ouais. Moi, ce qui m'avait marqué un peu, c'est que chaque année, dans son rapport annuel, la Cour de cassation dit toujours, parmi les suggestions de modification législative, il faudrait qu'on arrive à la réparation intégrale du préjudice de la victime en matière de faute inexcusable. Et voilà, ce qui est proposé chaque année, c'est qu'on rédige cet article 452.3 en parlant de la réparation de l'ensemble des préjudices pour leur intégralité. Et la question que je me suis posée quand l'arrêt a été rendu, c'est est-ce que finalement la Cour de cassation, elle n'est pas arrivée au même résultat en disant le DFP, je sors le DFP de la rente. Parce que comme le DFP, c'est un énorme poste de préjudice, alors on n'arrive pas exactement à la même chose, mais voilà, on a quand même réussi à... Non, parce que sur les postes de préjudice économique, eh bien, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que Oui. tes indemnités journalières de sécurité sociale, alors on va faire une petite parenthèse. Lorsque le salarié est en arrêt pour accident du travail, il va toucher des indemnités journalières de Mm. sécurité sociale à hauteur de 60% du 1er au 28e jour et de 80% du 29e jour il n'y a pas de limite. Bon. Parfois, on a de la prévoyance d'entreprise qui vient prévoir le maintien de salaire et puis parfois pas. Mm. Et on peut avoir, imaginons un salarié qui est en arrêt pendant 2 ans, il aura perdu 40% de son salaire les 28 premiers jours et puis 20% de son salaire pendant les 2 années qui vont suivre. Là, on a un poste de préjudice économique très clair qui peut être excessivement lourd si on n'a pas de Mm. protection sociale complémentaire et de maintien de salaire. Or, l'indemnité journalière pour l'AT, elle est dans le livre 4. Donc, elle est couverte par le livre Ouais. 4. Et donc, elle est exclue par la solution dont on a parlé du Conseil constitutionnel, des Ouais. postes de préjudice dont on peut demander la réparation. Et là, on est sur des sommes qui sont considérables. Donc, je pense que sur le terrain des postes de préjudice qu'on pourrait qualifier d'extra-patrimoniaux ou de subjectifs, Mm. oui, on va y arriver à la réparation Ouais. intégrale. On Mm. va y arriver. Mais sur les postes de préjudice économique, on va en être extrêmement loin. Mm. Voilà. Mais alors là, moi, voilà, j'ai pensé à un autre truc, c'est que il est peut-être temps de refaire une QPC. Sur la faute inexcusable. En tout cas, moi, je ne rêve que d'une seule chose, et s'il y a des avocats qui nous regardent et qui ont besoin d'un coup de main pour rédiger cette QPC, je veux bien le faire pour eux, parce que voilà, on peut pas saisir 2 fois le Conseil constitutionnel sur la même question, sauf s'il y a un changement de circonstance. Et je trouve que 10 années de rapport annuel où la Cour de cassation dit j'aimerais bien qu'on indemnise intégralement, et puis cet arrêt d'assemblée plénière, pour moi, c'est un changement de circonstance qui est assez net, et je pense que voilà, si le législateur veut pas le faire spontanément, peut-être qu'on pourrait l'inviter à le faire à travers une QPC où le Conseil constitutionnel reviendrait peut-être sur sa décision 2010, la 8e, d'accord. C'est Oui. Alors, je voudrais aussi parler, parce qu'on a parlé donc de cet arrêt d'assemblée plénière. Voilà, j'aimerais qu'on évoque la portée réelle des arrêts de la Cour de cassation, parce que j'entends des gens qui me disent « Ouh là là, les assureurs, depuis cet arrêt, ils sont affolés, ils vont augmenter leurs primes, ça va être la catastrophe financière pour les entreprises. » À ton avis, est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, est-ce qu'ils sont affolés? Moi, j'ai pas de lien avec les assureurs, donc je ne sais pas. Est-ce que si j'étais assureur, ce ne serait pas, un très bon prétexte pour moi pour faire flamber la prime? Évidemment que oui. Bien sûr que, là, j'ai l'opportunité, d'augmenter les primes pour les fautes inexcusables. Je pense que là, il va falloir attendre de voir. Hem Vraiment, je suis dans l'incertitude la plus totale. Pour moi, par ailleurs, l'assurance de la faute inexcusable, c'est un vrai problème. Elle a été réintroduite en 1987 alors qu'elle était interdite. Je pense qu'en termes de prévention des risques, permettre, aux employeurs de s'assurer contre cette faute, c'est peut-être plus là qu'il faudrait poser la question que sur le niveau des primes. Mais bon, voilà, Ouais. je suis un peu sortie du cadre de ta question, Thomas, je suis désolée. Oui, oui, oui. Non, mais moi, alors pour le coup, c'est là, une opinion qui m'est personnelle. Je me rappelle quand l'Assemblée plénière avait rendu l'arrêt Perruche, ça a Oui. été la première réaction de tous les juristes, surtout en droit des assurances, de dire ouh là là, les médecins vont être écrasés par les primes d'assurance. Et je pense que personne n'a fait une étude sérieuse pour savoir si effectivement les primes avaient
bouger ou pas. Et d'autre part, j'ai écrit un article sur le TEG à Droit et Patrimoine en 2017 sur les différentes sanctions qui affectent un taux effectif global dans un emprunt lorsque le taux effectif global d'un emprunt est faux. Parce qu'à l'époque, on se disait il y a à peu près la moitié des emprunts dont le taux effectif global est faux. Voilà. Et il y a ces arrêts de la Cour de casse hein, de 2004, 2003, 2003, où la Cour de cassation, dans son arrêt, dit que sa solution, à propos des tableaux d'amortissement, elle peut compromettre la pérennité des activités bancaires dans le milieu du domaine du crédit immobilier. Ça va même jusqu'à dire que cette jurisprudence qu'ils ont retenue, ça crée des risques considérables pour l'équilibre financier du système bancaire. Les magistrats à la Cour de casse, ils pensent que les arrêts qu'ils rendent ont une influence sur le réel. Et je tiens à les rassurer, non, ce n'est pas le cas. Un arrêt d'assemblée plénière, ça n'a aucune incidence sur le réel. Aucune. Alors, Peut-être. Attends. Oui, vas-y. quand même, on va essayer d'être un peu plus positif, Thomas. Non, 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 non. C'est important pour les victimes, ça Voilà. va changer la vie de certaines personnes. Mais dans le monde des banques, un arrêt Ah, d'assemblée plénière de la Cour de casse, ça n'a aucune incidence. Pour les compagnies d'assurance, cet arrêt d'assemblée plénière n'a aucune incidence. Et j'en veux pour preuve, dans cet article que j'avais écrit sur le TEG, tu vois, j'étais allé voir donc les statistiques de la Banque de France. Chaque année, il y a 2 millions de prêts qui sont conclus en France. Et si tu prends, j'ai pris les statistiques de la justice en 2016, si tu supposes, tu vois, que tu as un tiers du contentieux devant les juridictions civiles qui est sur le TEG, ce qui serait énorme, ça serait un tsunami, tu vois, eh bien, quand bien même tu arriverais à des chiffres totalement aberrants comme ça ne représente que 1,2% des prêts octroyés. Quand la Cour de cassation, elle a fait ses gros revirements là récemment sur le TEG en disant on arrête la solution de la substitution du taux légal au TEG, etc., au taux contractuel, tu vois, ils croyaient qu'ils allaient sauver le système bancaire. Mais en fait, leurs arrêts à eux, ça ne concerne que 1,2% des prêts. Et j'étais même allé voir, j'avais fait les choses bien, tu vois, j'étais allé voir la CPR, donc qui est la Banque de France, l'organisme qui contrôle en fait les banques. Et tu vois, les crédits les immobiliers, ça représente 10% des bilans des banques. Donc, si tu prends 50% d'erreurs, que tu supposes que tout le monde, toutes les victimes vont aller devant un juge du jour au lendemain, que toutes leurs demandes sont recevables, etc. et tout, eh bien, à la fin, le bilan des banques, il est impacté de 5%. Mais par rapport à ce qui s'est passé, ne serait-ce que l'année dernière avec l'Ukraine, 5% du bilan des banques, c'est rien. Donc quand, tu vois, les gens te disent cet arrêt d'assemblée plénière, ça va avoir des répercussions dingues sur l'assurance de la faute inexcusable, t'as envie de dire non, non. alors, Tu l'as dit tout à l'heure, c'est combien les instances en faute ouais. inexcusable? C'est 3000 instances, 3000 procès par an. C'est Moi, rien. ce qui m'inquiète quand même, je vais te le dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a une solution jurisprudentielle en ATMP qui améliore la réparation des victimes Hein. ou qui alourdit la tarification pour les entreprises, Ouais. ça crée des nids à contentieux avec un contentieux qui s'accélère et avec des stratégies contentieuses qui, tu as fait hein, une vidéo que je conseille à tous sur l'indépendance des rapports, et qui vont venir inventer des nouvelles stratégies qui, pour 2000 ou 3000 personnes, vont avoir des conséquences sur les 700 000 autres quand elles sont dans le contentieux. Moi, c'est toujours ça qui m'inquiète. Alors, au-delà des primes, c'est toutes les stratégies contentieuses qu'on pourrait à nouveau nous inventer au détriment des victimes d'ATMP devant le juge. Voilà, il y a peut-être quelque chose Ouais. de cet ordre-là. Mais D'accord. On verra. On on verra. verra. D'accord. J'espère que j'aurai très tort. Et peut-être quelques mots aussi sur qu'est-ce que tu en penses, toi, que en 2003, on ait confié le contentieux de la Sécu à la deuxième chambre civile. Est-ce que c'est pas une erreur de casting? Alors moi, initialement, quand le 1er avril 2003, parce que c'est quand même ça compte, quand la chambre sociale, encore présidée par Pierre Sargos, hein, transfère le contentieux de la sécurité sociale à la deuxième chambre civile, j'y vois un signe formidable. Alors, je suis encore un bébé juriste, mais j'y vois un Ouais. signe formidable parce que je me dis, bah, c'est le juge du droit du dommage corporel. Ils vont enfin comprendre ce que c'est que une victime d'AT, une victime de MP, et on va avoir un alignement. Très rapidement, je déchante. Et très rapidement, je me rends compte que finalement, le fait que ce soit le juge du travail,
la chambre sociale, qui connaissent des 2 contentieux, ça fait en sorte que le juge qui connaît du contentieux de la sécurité sociale, c'est un juge qui connaît le travail. C'est un juge qui connaît le contentieux des heures supplémentaires, du stress, de la contrainte physique, du licenciement pour inaptitude. Le licenciement pour inaptitude et le harcèlement moral, c'est quand même les 2 exemples topiques où la division entre les chambres ne Oui. devrait jamais avoir lieu d'être. Je comprends le raisonnement parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de gémellité entre droit du travail et droit de la sécurité sociale, parce qu'il y a eu l'universalisation de la sécurité sociale par la fiscalisation de ses ressources. Enfin, tout ce mouvement-là, je le comprends. Mais moi, j'ai toujours été partisane, et de la même façon que pour la rente, je l'ai écrit 100 fois, vous pouvez aller voir mes articles, je l'ai écrit 100 fois aussi, je suis partisane d'un juge unique du social, donc un juge qui connaîtrait du droit de la sécurité sociale et du droit du travail, alors soit sous la forme d'un ordre juridictionnel social comme le proposait Pierre Laroque en 1954, soit sous la forme d'un juge unique au sein d'un ordre judiciaire qui ne serait pas distinct. Je pense qu'aujourd'hui, la deuxième chambre civile a encore cette image complètement éculée selon laquelle la victime d'accident du travail est une victime favorisée Mmh. parce qu'il y a la présomption d'imputabilité et que donc, cette victime favorisée, d'accord, sa réparation, elle est un peu moindre, mais quand même, elle a moult bénéfices. Il y a cet imaginaire-là. Et cet imaginaire-là, je pense qu'il n'existait plus chez le juge du travail, parce que le juge du travail, lui, il sait ce que c'est que le harcèlement, il sait ce que c'est que l'inaptitude, il sait ce que c'est que la rupture conventionnelle. Mmh. Voilà. Et donc, erreur de casting, je trouve que là, on est un peu dans la provocation, Oui. mais solution malheureuse de gestion des flux contentieux, oui, ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, la Sécu aille carrément à la première chambre civile, mais bon. Mais Euh, pourquoi ça? Attends, ça m'intéresse. Non, ben, enfin, on en reparlera si On tu en veux. Moi, reparlera, d'accord. voilà, ce qui me chagrine un peu avec la deuxième chambre civile, c'est un propos plus général hein, que cet arrêt d'assemblée plénière, c'est que la deuxième chambre civile, elle tourne un peu en rond, j'ai l'impression, tu vois. L'arrêt Lupeni de la CEDH te dit bien, hein, quand il y a une persistance de divergence de jurisprudence entre deux juridictions, en fait, on ruine la confiance du justiciable dans l'état de droit. Et là, quand j'avais posé ma QPC donc sur cet arrêt, sur ce pourvoi, la QPC, elle est rejetée parce que la deuxième chambre civile me dit c'est normal qu'il y ait un ordre judiciaire, un ordre administratif, d'accord. Et on connaît des catégories distinctes de litiges, alors qu'ils appliquaient le même texte de loi. Comment tu peux rejeter une QPC avec un argument pareil? Enfin, ça me fait de la peine de lire des choses pareilles. Je me dis quand même, on sent que c'est un raisonnement qui ne tient pas. Et je comprends que tu aies voulu persister dans ton raisonnement qu'on ne pouvait pas attaquer, tu vois. Et là, pareil, hier, je faisais donc une recherche sur les prescriptions en matière de cotisation sociale. Et la deuxième chambre civile rejette une QPC. Et elle la rejette pour quel motif? Parce qu'elle considère que ce texte, tel qu'il est interprété de manière très stricte par la Cour de cassation, eh bien, ça répond à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale. La deuxième chambre civile, elle se sent investie de cette mission de protéger euh, les finances, l'équilibre financier de la sécurité sociale. Et ça m'a d'autant plus surpris que je me suis dit, mais j'ai raté un wagon là, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Comment il mobilise ce principe de l'équilibre financier de la Sécu? Et la dernière fois que ça a été mobilisé, c'est un arrêt de 2019, où le Conseil constitutionnel te dit, en fait, l'équilibre financier de la sécurité sociale, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Hein. La loi, elle n'est pas inconstitutionnelle parce qu'on la vote avec un déficit. Les parlementaires, ils peuvent voter une loi où il y a un déficit. C'est pas grave, ça met en cause effectivement l'équilibre financier de la Sécu, mais bon, c'est pas une cause d'inconstitutionnalité. Donc, la deuxième chambre civile, elle est plus royaliste que le roi d'une certaine manière. Elle s'est mis comme mission de sauvegarder l'équilibre de la Sécu, alors que le Conseil constitutionnel lui-même, bon, ma foi, il s'en accommode assez bien. Et là, pour le coup, je pense que c'est une opinion qui est partagée par d'autres avocats. On a l'impression qu'il y a eu une inversion des priorités en fait de la deuxième chambre civile. Que dorénavant, en fait, ce qu'elle veut à tout prix, c'est trouver des solutions qui sont plutôt favorables aux caisses. Et les victimes, en fait, c'est devenu un peu c'est un peu la traîne de ça. Bon, c'est un Alors, propos à nuancer. moi, je vais te dire non,
Pourquoi? Parce qu'il y a les 3 décisions, alors pas sur la TMP entre victimes et employeurs, mais tu as quand même les 3 décisions du 1er décembre, 2022 sur, la tarification et sur le fait que c'est à la CARSAT de démontrer, que, Oui, ça, hein? oui, je vais en Bon, parler, ça, ça je bientôt. pense que tu couperas peut-être, mais voilà, je suis pas forcément Non, non. d'accord. Moi, ce que je pense sur la 2e chambre civile, parce que, eh bien, sa composition a changé, hein, dans la mesure où son ancien doyen, c'était un vrai spécialiste de droit de la sécurité sociale et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des spécialistes de droit de la sécurité sociale. À la chambre sociale, on a des rencontres tous les ans Mmh. entre, la doctrine, les avocats au conseil, et les magistrats et on a alors c'est très solennel et c'est très formel et c'est très préparé et c'est très, normé, mais on a ces discussions et moi, plutôt que de faire pour ma part, hein, des procès d'intention à la 2e chambre civile que je ne fréquente pas puisque je n'ai aucune activité d'avocat ou de Mmh. conseil, eh bien, j'aurais envie de les inviter, ces magistrats de la 2e chambre civile à avoir cette même démarche. Retrouvons-nous, Ouais. discutons-en, échangeons parce que, peut-être que tout ça, ça naît de malentendus, d'incompréhensions et je suis persuadée qu'on peut avancer ensemble. Voilà, Ouais, oui, effectivement, moi aussi. Merci beaucoup, Morane, d'être avec donc venue plaisir. sur cette chaîne. C'était voilà, très éclairant de t'avoir là. Et je sais que c'est la première fois que tu viens sur YouTube, mais Et la j'espère que c'est... dernière, Non, mais justement, j'espère que ce n'est pas la dernière et qu'on aura l'occasion de reparler de droit de la sécurité sociale et des choses qui nous passionnent en droit de la sécurité sociale parce que c'est passionnant et que ça intéresse surtout, en fait, beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des revues juridiques dans lesquelles tu écris. Donc ces gens-là, il faut que tu leur parles. D'accord? mais avec plaisir et puis, si je peux, finir sur quelque chose, le droit de la sécurité sociale, nous, à l'université, mais j'imagine que, dans le milieu des avocats, c'est la même chose, c'est pas, le droit le plus noble, alors que, c'est un droit qui, accompagne tout un chacun avant sa naissance et jusqu'à sa mort et je pense que, on est sur des questions qui sont devenues tellement compliquées et tellement inintelligibles, que les juristes ne s'en saisissent pas forcément et que, les citoyens ne s'en saisissent pas forcément et c'est dommage parce que c'est un droit qui est passionnant. Il suffit de voir, tous ceux qui s'y intéressent sont toujours des passionnés Ouais, c'est et vrai. on est des passionnés parce que c'est un droit, éminemment humain avec des enjeux, enfin d'une importance capitale. Donc je suis très heureuse que cette chaîne existe. Thomas, c'est la seule chaîne que je conseille à mes étudiants, Merci. toutes disciplines confondues, tu as pas intérêt à couper ça et heu et voilà, c'était Ok. vraiment, très gratifiant pour moi de pouvoir venir parler de mon travail.